Bonjour, professeur Omar Aktouf vous propose un nouveau webinaire éléments d'économie politique et mensonges du néolibéralisme. Omar Aktouf, intellectuel algérien installé au Canada, est professeur titulaire de management à HEC Montréal. Détenteur de plusieurs hauts diplômes dont master en psychologie, master en gestion économique du développement, MBA et PhD en économie management, il enseigne autant au Canada que dans différents pays, à travers 3 continents et en différentes langues. Il cumule une carrière de cadre dirigeant en entreprise durant une quinzaine d'années, puis de professeur, chercheur et consultant international. Il a à son actif près d'une centaine de publications en revues scientifiques en plusieurs langues, plus d'une dizaine de livres dont certains traduits en anglais, espagnol, portugais, plus d'une trentaine de livres en collaboration, dont en allemand, italien, suédois. Il est conférencier, keynote et professeur spécial régulièrement invité à travers le monde. Il a également été récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont Prix de la Recherche Université de Montréal 1987, Prix du meilleur livre d'affaires, Québec 2003, Prix du meilleur article en formation en management de la Canadian Administrative Science Association 2005, Médaille de contribution spéciale à l'avancement des connaissances, Université Unival, Colombie 2012, intronisé, personnalité marquante de l'histoire récente du Canada, par la Bibliothèque nationale et Archives Canada, 2011, classé parmi les 10 meilleurs auteurs en économie-gestion des 20 dernières années du siècle passé, Berlin, Organisation Antoine Clown, 2000, lauréat du discours de Leçon inaugurale, année académique 2015 Bogota, prix du meilleur parcours d'expert GRH de l'association GRH Maghreb France en 1996. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a Siamin Fars, Yamin, bon, les fidèles, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour Yamin, bonjour Yamin. Bon, je pense que les autres vont se... Il y a plusieurs Liamines, je crois. Il y en a 2 ou 3 qui ont... Sans compter les Amin. Bon, ben, je vois pas mal de gens là qui s'affichent, dont c'est Rabah qui me dit que le son est bon. Bon, merci, tant mieux. Et bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être déjà assez nombreux à vous brancher d'après ce que je vois. Bon, eh ben, écoutez, je dois vous dire que j'ai passé un sale moment depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Malheureusement, une nouvelle souche de Covid apparemment est en train de courir, mais on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Et tout mon immeuble, on est malade. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois. C'était déjà depuis, je pense la dernière fois, puis ça fait 10 jours au moins que j'ai euh, que j'ai les symptômes. Je les avais déjà quand je vous parlais. Vous avez vu certainement que j'étais assez affaibli, assez, je perdais la voix, bon, je perdais le fil même, excusez-moi. Mais il s'est avéré qu'à partir du lendemain, c'était le Covid. J'ai fait le test et tout, malgré les vaccins, malgré le, je porte systématiquement le masque le plus fort, là, le N95, le chirurgical, parce que j'ai des faiblesses auto-immunes qui ne me permettent pas normalement d'avoir ce genre de maladie. Mais bon, j'ai eu sans doute une forme atténuée, mais qui m'a mis à terre pendant 10 jours. Ça va mieux à peu près depuis la nuit d'avant-hier. Hier, bon, évidemment, pas parlé du tout pendant tout ce temps-là pour ménager ma voix. Et malgré ça, vous devez vous rendre compte qu'elle est un petit peu encore éraillée. Alors, bon, ben donc voilà, alhamdoulilah, je m'en suis sorti parce que avec mes faiblesses immunitaires, je devrais pas, je, je ne devrais pas me permettre des choses comme le Covid. Mais bon, j'ai pas pu l'éviter malgré toutes les précautions possibles et faisables. Bon, alors des annonces pratico-pratiques. À partir de maintenant, je ferai 2 heures.
pour deux raisons. La première raison, c'est que plus de 2 heures, ça me fatigue et je me rends compte que je fais aussi peut-être beaucoup de digressions, même si elles sont utiles, des parenthèses, tout ça, même si elles sont utiles, enfin c'est mon style, c'est d'expliquer l'explication de ce qui explique ce que je suis en train d'expliquer, et je donne des exemples vécus, des ceci, cela, pour montrer un peu les choses de façon la plus claire possible. Mais bon, ça prend du temps. Alors même si ça prend du temps, j'essaierai de compresser ça en 2 heures et vers 3h25, 3h30, Inch'Allah, enfin heure d'ici. Donc je devrais 8h30, je pense, heure d'Alger. Je devrais et 9h30, heure de France d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent d'Europe et d'un peu partout. Et donc voilà, 2 heures. À partir de maintenant, j'espère pouvoir tenir ça, et je dois le tenir parce que ça devient une question presque vitale. Bon, alors donc, je voudrais répondre très rapidement à quelques petites choses, des messages que j'ai reçus. Donc, je ne peux pas ne pas y répondre parce que ça serait si Amin Fars me dit la même voix que je connais depuis 1974. Ah ben merci, ça me rajeunit. Merci, merci mon frère, si Amin, merci. Alors, donc, des messages que je reçois, donc je suis obligé de commenter et d'y répondre très rapidement. Quelqu'un qui m'a écrit, par exemple, est-ce que vous permettez qu'on ne soit... Alors, qui m'a écrit sur mon mail. Alors, mon mail, c'est très facile pour celles et ceux qui veulent m'écrire. Je reçois pas mal de messages. J'y réponds systématiquement. Et quand c'est d'intérêt général, j'y réponds dans le webinaire suivant. Mais si c'est juste entre la personne et moi, je réponds directement. Et qui me posait la question de savoir s'il était permis d'être en désaccord avec moi. Bon, je pense qu'elle a même mis, cette personne-là, en commentaire, je ne sais pas si c'est ce webinaire ou un webinaire passé, en tout cas récent. J'ai répondu dans un commentaire et je réponds, bien sûr que vous pouvez être en désaccord avec moi, mais soyez en désaccord, s'il vous plaît, en connaissance de cause, pas juste en désaccord comme ça. Ah, Omar Aktouf dit le néolibéralisme, de ceci, de cela, je suis pas d'accord. Non, non. Et j'ai dit d'ailleurs à cette personne, je ne sais pas si elle va le faire, de me dire sur quoi exactement elle ne serait pas en désaccord avec moi, parce que c'est ce que laisse entendre son commentaire, et avec des références, des arguments, des auteurs, des faits historiques, etc., avérés, avec des connaissances citées, référencées, étayées. Alors là, je vous écoute, et si votre désaccord avec moi a des preuves et des connaissances et des savoirs et des arguments et des références, etc., comme je viens de dire, eh bien, je retirerai ce sur quoi vous êtes en désaccord et je dirai, voilà, monsieur ou madame un tel vient de me prouver que j'avais tort dans telle chose que j'ai affirmée, et voilà les références et les connaissances et les savoirs et les arguments qu'elle oppose aux miens. Alors là, d'accord. Mais dire juste, je suis pas d'accord, comme ça, c'est pas comme me font mes étudiants de doctorat, HEC Montréal, particulièrement les Américains. Oh, I don't agree. Oh, that's your opinion. Je suis pas d'accord, c'est votre opinion. Alors je leur demande systématiquement, mais d'où vient votre opinion? Moi, je viens de vous le dire. Mon opinion, elle vient, si vous appelez ça opinion, parce que je vous donne pas mes opinions, moi, je vous donne des savoirs, des connaissances.
Alors, ce que vous appelez mes opinions, ben, ça vient de Schumpeter, ça vient de Thorstein Veblen, ça vient de, etc. Ça vient de John Kenneth Galbraith, ça vient de Aristote, ça vient de telle connaissance, de telle sociologie, de telle époque sociologique, de telle époque de l'économie, de telle époque de l'économie sociale, de telle époque de ceci, de cela, et voilà les arguments, voilà des faits historiques qui le prouvent, qui le... Bon, c'est comme ça que je vous donne, c'est pas des opinions que je vous donne là. Bon, alors s'il vous plaît, faites la même chose. Quand vous me dites je ne suis pas d'accord avec vous, dites-moi exactement sur quoi et avec quelle connaissance vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pas juste avec... Alors ce qu'ils me répondent en général, je dis encore, enfin, particulièrement les Américains, mais les Canadiens aussi, doctorat, hein, maîtrise et bac et tout ça, n'en parlons pas. C'est well, it's what I think. Quand c'est pas what I feel, ce que je sens, c'est ce que je ressens, et j'ai le droit de ressentir ce que moi je ressens. Alors j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais opposer des connaissances à d'autres connaissances à partir de juste, c'est mon opinion qui vient de mes cheveux quand ils poussent, ça suffit pas. Alors voilà, cette personne, vous êtes en désaccord avec moi, j'attends. Faites-le moi savoir, publiquement, en personne, comme vous voulez. Alors pour mon mail, pour ceux les nouveaux, surtout, je sais que il y a, excusez-moi, il y a une sorte de confusion dans les mailings, dans les et bon, des gens qui n'aiment pas être dans les mailings, que ça a été envoyé, mais dorénavant, ça sera envoyé en CCI systématiquement, donc tout le monde sera anonyme, enfin particulièrement ceux qui le veulent. Désolé pour ce cafouillage de démarrage avec Serabah Moula, que je remercie encore de me donner ce forum. Et donc, il y a un temps d'adaptation. Bon, alors, on essaie de s'adapter autant qu'on peut. Bon. Bonjour, c'est Fauzi, merci beaucoup. Alors, l'autre chose qu'on m'a posé, la question qu'on m'a posée, c'est sur les présidents des États-Unis. Et le fait que j'ai dit que les Kennedy, que Trump avait hérité de la fortune de son arrière-grand-père, continué par son grand-père, un certain temps, de Hajakum, de maison close, où il mettait en esclavage des prostituées, notamment amérindiennes, dans le Yukon, ici dans les territoires du nord du Canada, pendant la ruée vers l'or du 19e siècle, et aussi des Noirs et des Blanches. Donc voilà d'où vient la fortune de Donald Trump. C'est tout, c'est de la prostitution. Mais on prétend que c'est du génie managérial, d'immobilier, pas vrai du tout. Alors, et je continue en disant, je pourrais vous dire que c'est tout, j'ai déjà dit dans d'autres webinaires, alors j'invite, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont nouvelles, qui viennent d'arriver dans ce forum, s'il vous plaît, essayez de retourner au rythme que vous pouvez, aux je ne sais combien de dizaines, sinon de centaines de webinaires que j'ai fait avant. C'est pas juste 56 là, depuis que je l'ai fait avec l'école populaire d'Alger, eh ben, c'est pas juste ça. Il y en a bien d'autres sur le niveau micro, sur le niveau macro, sur le niveau méso, sur le, tout. Et donc, il y a des questions que je vois ou des commentaires, etc., qui me viennent ou par mail et qui me ramènent 3 ans en arrière. Je ne vais pas encore répondre et répéter et donner les arguments que j'ai donnés il y a 3 ans, 2 ans. Bon, alors, donc je donne mon mail avant que je l'oublie, comme ça, verbalement. Je pense que je peux l'écrire, peut-être. Attendez, je vais regarder. Oui, alors le voilà, je l'écris. C'est omar.aktouf à hec.ca. Voilà.
Alors, si vous voulez me contacter par mail, c'est les ceux qui ne l'ont pas, donc le voilà. Alors, omar.actouf, A-H-E-C.ca. Voilà, tout simplement. Et donc, des gens qui m'ont écrit, outrés, comment? Parce que j'ai dit que je pourrais faire la preuve et je le dirais. Je l'ai déjà fait. Je pourrais le faire encore, et encore plus en détail, etc. Que toutes les grosses fortunes des États-Unis, depuis les Vanderbilt jusqu'au Kennedy, en passant par les Rockefeller, les Stanley Morgan, les JP Morgan, les etc., les Bronfman, les Seagram, et j'en ai cité, tous, 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 sans exception, commençaient comme gangsters. Et je vous ferai un jour la preuve qu'on ne peut pas devenir millionnaire ou milliardaire sans avoir commis un acte de gangstérisme quelconque. Et je mets dans les actes de gangstérisme, tricher avec l'impôt, rétrocommission, je sais pas quoi, les 40 façons comptables qu'on enseigne officiellement dans les écoles de gestion, je sais de quoi je parle. Il y a 40 façons différentes d'échapper à l'impôt quand vous êtes riche. 40. Non seulement vous échappez à l'impôt, mais vous vous arrangez pour recevoir des crédits d'impôt. Alors, plus vous êtes riche, moins vous payez d'impôts, plus vous trichez sur l'impôt. Donc, c'est du gangstérisme. Vous volez l'État, vous volez la société, vous volez les travailleurs comme moi qui payent leurs impôts, et vous avez encore plus moyen de recevoir des retours d'impôts et des surplus d'impôts payés ou je sais pas quoi fictifs. Bon. Je vous raconterai un jour des exemples et tout. Bon. Alors, je lis quelques commentaires, mais je ne dirai pas tout. Salut professeur, merci beaucoup pour vos enseignements, pour tout ce que vous faites. Merci, merci à vous. Vous ne savez pas quel service vous me rendez à pouvoir, à, pardon, à ce que je puisse parler sur ce forum et dire ce que j'ai à dire, parce que depuis que j'ai écrit sur les mensonges des États-Unis sur le 11 septembre, je l'ai écrit je pense que c'était le 14 septembre. Je l'ai dit dans une émission de télévision où j'étais invité. Et le 20 octobre, quelque chose comme ça, 2 pages de journaux, les principaux journaux du Québec notamment. Mais je sais que ça a été traduit en anglais, etc. Parce que j'étais arrêté à l'aéroport parce que je devais faire une escale aux États-Unis et ils avaient l'article sous les yeux. Et j'ai eu droit à des interrogatoires de plusieurs heures qui m'ont fait rater mes escales, etc. Bon, passons. Et mes connexions, mes transferts, tout ce qui s'ensuit. Mais donc depuis, et évidemment sur Sharon à l'époque, plomb durci, et qui a profité de la guerre de Bush 2 pour massacrer encore plus qu'aujourd'hui Hitler Netanyahou, comme je l'appelle, et encore, je me demande s'il faut l'associer avec Hitler. Je pense que il faut un peu plus de respect pour Hitler quand on parle de Netanyahou. Je pense. Je ne pense pas qu'Hitler aurait tué autant d'enfants, de bébés, avec un tel cynisme. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de précédent dans l'histoire comme ça. Même pas Attila. Même pas Gengis Khan. Même pas. Ça se battait entre hommes. Ça tuait pas des dizaines de milliers d'enfants et de bébés innocents. Avec maintenant des padgets et des téléphones. Mais dans quelle humanité sommes-nous? Bien sûr que le 11 septembre est une grosse supercherie. Voyons, pas plaisanter. Il nous raconte qu'il y a 19 pilotes, enfin, étudiants pilotes saoudiens, qui ont été apprendre à piloter en Floride dans une école de pilotage, et ils ont demandé, on veut apprendre juste à décoller. Et les Américains nous le disent comme ça. Juste ça. 19 Arabes qui viennent comme ça d'Arabie et qui disent on va apprendre juste à décoller. Normal.
Voilà, le patron de l'école de pilotage en question, il va trouver aucune objection à ça. Il va pas signaler ça à la police, il va pas signaler ça au FBI, il va pas. Non, j'ai 20 pilotes qui veulent apprendre juste à décoller, c'est tout, normal. Enfin bon, alors je dirais pas, si vous cherchez sur Internet, peut-être vous le trouverez. J'ai écrit cet article-là dont je parle et qui m'a valu d'être ostracisé automatiquement. Alors, à partir de cet article où je critiquais les mensonges des États-Unis, j'ai été traité d'antisémite. Alors, allez chercher le lien entre critiquer et dire que les États-Unis sont des menteurs et être antisémite. Moi, j'ai pas trouvé. Mais eux, oui. Alors, depuis, donc, je n'ai aucun forum où je peux parler, ni publier. Mon nom est dans une liste noire qui circule dans le monde entier. Et je n'ai que ce forum-là. Alors, merci à vous de me le donner. Bon, l'autre question, c'était à propos de ça, de ces gangsters et tout ça. Comment le business, les Américains, on le sait, même aujourd'hui, leur management, ceci, cela, etc. Bon, je vous conseille juste un livre. Je pourrais vous en conseiller d'autres. Mais je vais voir si je l'ai ici. Non, je le vois pas. Bon, je le trouverai. Juste celui-là. Je l'ai conseillé je ne sais combien de fois dans mes autres webinaires. Robert Heilbronner, Les grands économistes. Vous voyez, c'est un livre qui n'est pas très épais. Et vous avez au moins 2 chapitres. Un sur la révolution industrielle et l'autre sur ce qu'il appelle les barons voleurs. Et les barons voleurs, c'est qui? C'est les Kennedy, c'est les Vanderbilt, c'est les JP Morgan, c'est les Stanley Morgan, c'est les Rockefeller, etc., etc. Et ça, c'est un professeur américain, décédé maintenant, paix à son âme, il y a 2 ou 3 ans, je pense, et qui était professeur dans l'une des plus grandes universités américaines. En anglais, ça s'appelle The Great Philosophers, les grands philosophes. Et je ne sais pas pourquoi en français on l'a on l'a traduit par les grands économistes. Et bien là-dedans, vous avez 2 chapitres de ce que je vous dis. Et ça, je le dis pour celles et ceux qui m'ont écrit pour me dire comment c'est des managers, c'est des génies, c'est des ceci, c'est des cela. Eh bien, vous allez voir ce que c'est que ces génies. Bon, je vous en dirai pas plus, mais peut-être une autre fois quand j'aborderai cette question-là. Alors, il était professeur, je vous dis, dans l'une des plus grandes universités américaines, qui est la New School University of New York. Bon, alors voilà. L'autre, et je termine avec ça, c'est Lincoln, Abraham Lincoln. Quelqu'un m'a écrit comment Abraham Lincoln, mais c'est connu, c'était un grand avocat. Alors, je lui ai répondu, écoutez, chère madame ou cher monsieur, donnez-moi vos références, cherchez sur Internet. Bon, vous avez des sites, effectivement, où on dit qu'il était avocat, qu'il était juriste, qu'il était je sais pas quoi, mais c'est faux. Et vous avez d'autres sites, ou des sites plus sérieux, où on vous dit très clairement ce que je vous ai dit. Il a en tout et pour tout une année de scolarité dans toute sa vie. Abraham Lincoln. Donc quasiment analphabète. Alors, quand vous voyez que les États-Unis ont eu des Reagan, des Bush 1, des Bush 2, des Ford, des Lyndon Johnson, des je sais pas quoi, etc., qui étaient pires que des analphabètes, pire qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui a un diplôme quelconque qui se croit savant, alors qu'il ne sait rien. Voilà. Ça, c'est les MBA, des écoles, des business schools. Les MBA, c'est pas moi qui le dis tout seul, c'est Henry Mintzberg aussi, parce que depuis des années, Henry Mintzberg et moi, on se rapproche, alors j'étais son étudiant.
Et on a enseigné ensemble aussi, Henri Mintzberg et moi, dans ce qu'on appelle team teaching, enseignement à deux, et dans le programme commun où j'ai fait mon doctorat entre l'université McGill et HEC Montréal. Et donc, Henri, comme j'ai enseigné à un moment donné dans le doctorat conjoint dans lequel j'ai étudié, eh bien, j'avais à donner, parfois, il y avait pas mal de cours en team teaching parce qu'on n'était pas nombreux à être des PhD en économie management francophone. Mintzberg est francophone. Un peu, parfois approximativement, mais il est francophone suffisamment. Et donc, les autres, c'est pour ça que, bon, on finissait par se retrouver à enseigner des fois à deux dans le même cours, soit à tour de rôle, soit les deux en même temps, soit... Bon, alors donc, je vous disais, même Henri Mintzberg, maintenant, il commence à s'éloigner de cette... D'ailleurs, les MBA, il a toujours dit, je pense, et il le dit plus que jamais, les MBA tels qu'ils sont enseignés dans les business schools, les écoles de commerce à l'américaine, c'est de la foutaise totale. Bon, pour vous dire le mot en anglais qu'il utilise, qu'il a utilisé devant moi, bullshit. Alors, ceux qui savent ce que veut dire bullshit en anglais, ben, traduit littéralement, ça veut dire crotte de bœuf. Bon. Alors voilà, pour lui, les MBA ou les diplômes de gestion, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui ne s'enseigne pas être gestionnaire, être manager. Ça s'apprend par l'expérience, et après, on peut théoriser cette expérience si on en a la capacité. Alors, je vous parlerai du MBA, expérience MBA, que lui a créé pour ne faire le MBA qu'avec des gens de 20, 30, 35 ans d'expérience, comme dirigeants, tout ça, et où il voulait que j'enseigne avec lui. Bon, je vous parlerai de tout ça quand ça viendra. Bon, alors donc, Abraham Lincoln, certains m'ont écrit, oui, mais c'est lui, comment, le grand humaniste qui a libéré les esclaves. Alors, je me sens obligé d'en parler maintenant, excusez-moi. Libérer les esclaves, etc. Alors, j'en ai déjà parlé, mais que voulez-vous? Cette personne, en tout cas, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, parce que ça a été étonné plusieurs personnes, ce que j'ai dit sur Abraham Lincoln. Et alors, est-ce que vous vous imaginez, s'il vous plaît, une seconde, je ne sais pas qui en a parlé très récemment, je pense que c'est à propos de Kamala Harris, parce que Trump dit que c'est pas vrai qu'elle est noire, ou enfin je sais pas quoi, etc. Et la tribune a glissé sur les esclaves, bon. Et quelqu'un des États-Unis a dit, ce que je vais vous dire, c'est que la guerre de sécession de 1862-63, ce n'était pas du tout une guerre créé, fomenté, organisé par le grand humaniste Abraham Lincoln, dont la statue trône en plein milieu de Pennsylvania Avenue à Washington, etc. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est que les hommes d'affaires du Nord, en 1860, enfin dans ces années-là, commençaient à être concurrencés dans des produits manufacturés mis sur le marché américain par des hommes d'affaires du Sud. Or, le Sud des États-Unis, c'est-à-dire, disons, à partir de la Virginie, donc la Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, etc., jusqu'à la Géorgie, la Floride, le Texas, enfin tout ce que vous voudrez. Donc ça, le Sud, le Kentucky, etc., le Sud des États-Unis, c'était essentiellement des planteurs de coton, de cacahuètes, enfin des choses comme ça, de choses qui poussent dans un climat à peu près tropical, disons. Bon. Mais c'est tout. Mais c'était de la matière première.
qu'ils faisaient évidemment avec leurs esclaves gratuitement. Mais ils ont commencé à transformer les produits du coton, par exemple, en chemises, en vêtements, les produits du cuir, de l'élevage des animaux, en chaussures, en sac à main pour les femmes, en ceci, en cela, et puis du mobilier avec le bois, parce qu'il y a beaucoup de forêts dans le sud des États-Unis, et alors, ces produits, alors tant que c'était de la matière première, coton, cacahuètes, je sais pas, enfin tout ce que vous imaginez qui peut venir comme ça de ces tabac, le tabac aussi, qui venait du sud et qui se vendait sur les marchés du nord, ça ne posait pas de problème aux hommes d'affaires du nord. Mais à partir du moment où les hommes d'affaires du nord se retrouvaient avec des chaussures qui venaient du sud, avec des sacs à main, avec des vêtements, avec des chemises, avec des ceci, avec des draps, avec des cela, fabriqués au sud avec une main-d'œuvre gratuite que sont les esclaves, eh bien, eux, ils étaient perdants parce qu'ils n'avaient pas d'esclaves au nord. Au nord de la Virginie, ils étaient obligés de payer leurs ouvriers. C'était des Yougoslaves, des Italiens, des émigrants de l'époque, les immigrants, des Espagnols, des Portugais, ce que vous voudrez, mais ils les payaient des salaires de misère, bien entendu, mais ils les payaient. Alors le problème, c'était comment obliger les hommes d'affaires du Nord à payer des salaires pour que leurs produits n'arrivent pas chez nous les mêmes, moitié moins chers que les nôtres. Alors ils ont dit à Abraham Lincoln, c'est de la concurrence déloyale. Il faut les obliger à payer leurs esclaves, comme nous on paye les ouvriers. Mais les sudistes ont répondu, pas question. On a des esclaves depuis toujours et on les garde. Pas question qu'on les paye. Et si vous n'êtes pas content, on fait sécession. C'est pour ça qu'on l'a appelé guerre de sécession. On fait sécession, ça veut dire qu'à partir de la Virginie de l'Ouest ou la Caroline du Nord, ou je sais pas quoi, on fait une frontière et tous ces pays dits donc sudistes deviennent une confédération indépendante. D'ailleurs, ils ont fait leur drapeau, tout ça, etc., leur parlement, et donc ils ont dit à partir de maintenant, on devient indépendant, on se sépare de vous, on fait une frontière et on vous envoie nos produits comme on les envoie en Angleterre ou en Europe ou en France ou en Amérique latine ou n'importe où. Et c'est tout. Vous les achetez pas, on s'en fout. Mais si vous n'êtes pas content du fait qu'on a des esclaves qui sont gratuits et qu'on a ça depuis des siècles, eh bien, tant pis pour vous, on fait sécession. Alors voilà la raison de la guerre de sécession. Vous pouvez vous imaginer, s'il vous plaît, une seconde, regardez-moi dans les yeux et dites-le moi. Vous pouvez imaginer deux blancs anglo-saxons protestants s'entretuer pour libérer un noir. Il vaut mieux croire au Papa Noël, hein. Bon, alors je suis désolé, j'ai essayé de retrouver la source où j'ai entendu ça là il y a quelques jours, donc je vous dis que c'était à propos de Kamala Harris, mais je ne sais pas quelle raison, mais où quelqu'un a sorti ça en disant bon, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, même la guerre de sécession, on s'était que c'était une guerre pour les hommes d'affaires du Nord, bon, et pour garder les Noirs esclaves, bon, etc. Alors, je finis avec ça, il y en a d'autres, mais je les laisse pour plus tard. Bon, alors la dernière fois, que je mette un peu au courant les gens qui ne sont pas, peut-être qui n'ont pas suivi de fil depuis le début, tout ça. Bon, alors je vous dis, j'ai déjà traité des aspects macro de tout ça, macroéconomique, macro-management, niveau mondial,
Bon, niveau méso, national, niveau micro, entreprise, marché, etc., etc. Bon, j'en ai traité, mais je le referai encore parce que j'ai rajouté des choses depuis, des choses nouvelles qui arrivent. Bon, tout change, tout évolue, donc j'essaie de m'adapter et de suivre le courant des choses. Alors là, évidemment, ce dont je suis en train de traiter, et quand vous avez pris ça en route, pour celles et ceux qui ont pris ça en route, hein, qui n'étaient pas dans les mailings qu'on avait du temps où j'étais dans l'autre forum, eh bien, ça peut sembler incongru, bizarre. Bah, écoutez, je suis désolé, mais encore une fois, il faudra revenir au précédent et petit à petit rattraper. Et plus tard, je reprendrai tout ça sous d'autres angles que je vous expliquerai, mais qui aussi rappellera l'essentiel des choses dont j'ai déjà traité. Alors, là, ce dont je traite en ce moment, c'est essentiellement des éléments micro, parce que l'évolution des webinaires que j'ai commencé à faire, notamment sur économie politique et mensonge du néolibéralisme, on en est au numéro 57, eh bien, parce qu'avant j'ai fait d'autres webinaires qui portaient beaucoup plus sur la révolution industrielle, sur l'histoire du capitalisme, sur l'entrée du capitalisme dans le monde industriel et de l'artisanat, etc., etc. Bon, alors ces fils conducteurs-là, je vais les reprendre plus tard, quand je terminerai ces aspects micro dont je parle en ce moment. Et donc, dans ces fils, je reprendrai plusieurs pistes. Il y a la piste du travail aliéné, dont très, 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 très peu de gens ont traité. Il y a que pensez-vous de la théorie de l'accélérationnisme de Mark Fisher et Nick Land? Écoutez, ça, je connais à peine, j'en ai à peine entendu parler, mais l'accélérationnisme, je ne sais pas, il faudra que je regarde plus en détail pour vous répondre, excusez-moi. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Mais si ça fait allusion au fait que les choses s'accélèrent dans le sens de la destruction de cette planète, oui, je suis 1000% oui, pour. Et ça s'accélère de façon exponentielle. Bon, alors je vais plus regarder les commentaires et s'il vous plaît, si on peut éviter de me les mettre sur l'écran, ça m'éviterait que mon attention soit attirée par ça. Bon, alors donc, je vous dis là en ce moment, je traite de choses micro qui sont venues dans le fil de ce dont je traitais. Je parlais souvent du fait que j'allais donner des éléments. Donc, je regarde l'heure, là, attendez, on a commencé à 1h30, 2h30, donc on a 3h30, ok. Parce que j'avais commencé à traiter d'éléments qui touchent ce qui se passe dans l'entreprise, tout ça, et notamment qui touchait à des questions d'épistémologie, de méthodologie. Et j'avais commencé à dire que personnellement, j'ai fait une thèse et un PhD, un doctorat. J'expliquerai plus tard pour ceux qui ne le savent pas ou si ça vient à la discussion, différence entre PhD, Philosophy Doctor, et DBA, Doctorate in Business Administration. Alors, il y a énormément de gens, de professeurs, super, machin, y compris algériens, qu'on prend pour des qui se disent docteurs. Eh bien, c'est des faux docteurs parce qu'ils ont des DBA, Doctorate in Business Administration. C'est pas PhD, pas la même chose. Alors, allez sur Internet, s'il vous plaît, j'ai pas le temps de réexpliquer tout ça. Allez sur Internet et cherchez DBA, différence avec PhD. Et vous trouverez, vous verrez la différence. Hein. PhD, c'est académique, recherche, épistémologie, méthodologie,
fabrication de connaissances, faire naître de nouvelles connaissances, etc., critiquer les connaissances antérieures, etc., alors que doctorate in, DBA, notamment en administration, c'est application élargie d'une théorie quelconque ou d'une procédure quelconque qui vient d'une théorie déjà existante de management, comme par exemple faire une monographie d'entreprise. C'est une sorte de thèse de mémoire, de maîtrise, un peu gonflée, qui se fait en environ 2 ans. Alors qu'un PhD, c'est entre 5 et 7 ans. Bon, personnellement, je l'ai fait en 3 ans, mais j'ai mes raisons. J'en parlerai peut-être un de ces jours. Alors donc, j'ai commencé à parler de ça, et puis beaucoup de ceux qui, de mes auditeurs, demandaient à ce que j'en parle. Alors j'ai parlé du fait que personnellement, j'ai fait un PhD, une recherche à partir d'une épistémologie qui était nouvelle à l'époque et qui est très peu utilisée parce que c'est très difficile à utiliser cette méthodologie-là ou cette épistémologie qui vient de l'anthropologie et qui est l'ethnométhodologie. Alors j'ai essayé de faire le compte dans le monde en économie et gestion. Hein, en économie et gestion. On est peut-être, en tout et pour tout, une vingtaine dans le monde. Une vingtaine, une trentaine à avoir fait une thèse et un PhD en management ou économie management en utilisant cette méthode d'ethnométhodologie. Bon, alors cette ethnométhodologie consiste à faire comme l'anthropologue, donc aller dans le lieu où qu'on veut étudier et vivre comme l'anthropologue le fait, dans une tribu primitive, comme on dit, ou peu importe, si c'est de l'endo-ethnologie, comme l'a fait par exemple William Footwright sur ce qu'il appelait le Street Corner Society, la société du coin de rue, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes de rue de l'époque. Je vous parle des années 50, là. Hein, ce monsieur William Footwright. Il a fait aussi un autre livre extrêmement intéressant qui s'appelle L'homme de l'organisation. Extraordinaire. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Herbert Marcuse dans son livre L'homme unidimensionnel. Bon, et ça parle de ce que je suis en train de vous dire là, comment l'emprise du management et de l'organisation, etc., qui va jusqu'à suraliéner des citoyens et des hommes, des humains dans ce monde déjà aliénés par le travail industriel. Alors ça, vous trouverez ça notamment dans Henri Arvon, A-R-V-O-N. Son livre s'intitule La philosophie du travail. C'est un petit livre, pas très long, mais très instructif, pas trop difficile à lire. Donc sur l'aliénation, particulièrement. L'aliénation, vous trouvez ça évidemment dans Marx, dans Karl Marx, c'est dans, je pense, dans les deux, dans ses manuscrits de 1844, je pense que c'est dans La Sainte Famille, et plus tard dans, il me semble, le premier livre du Capital, ou dans le fascicule qu'on en a tiré, Travail, salaire et profit, il me semble. Je ne garantis pas parce que l'œuvre de Marx est tellement énorme que de mémoire, j'ai rien préparé là-dessus, donc c'est pour ça que je vous parle comme ça, de mémoire. Hein. Bon, alors, théorie de l'aliénation, vous ne trouverez ça pas partout. Alors, j'en parlerai et vous verrez à quel point aujourd'hui nous sommes plus aliénés que jamais sur tous les plans. Tous les plans. Aliéné, alienatus, alienus, ça vient du latin qui veut dire couper de. Voilà. D'où aliénation mentale. Celui qui est aliéné mental,
Donc le fou, c'est quelqu'un qui est coupé de sa personnalité, de lui-même, parce que ce qui le guide dans ce qu'il fait à travers sa folie, c'est la maladie, c'est la folie qui n'est pas lui. Donc il y a une coupure qui s'opère entre ce qu'il est réellement et ce que sa folie fait de lui. Alors ça s'appelle de l'aliénation, c'est de là que ça vient, alienus alienatus. Et ensuite, c'est rentré dans le langage juridique qui veut dire se séparer de bien, de son vivant, de aliéner un bien, etc. Bon, donc voilà. Alors, juste pour vous dire comme ça me vient, mais c'est pas inutile pour notre propos. Il y a un sociologue, anthropologue ivoirien, si je ne me trompe. Alors, il y a deux gros commentaires, là, je vais juste les lire. Nous vous permettons de vivre une de vos passions, enseigner, transmettre le savoir. C'est à votre honneur et la preuve de votre... Merci beaucoup. C'est vrai que j'adore ce métier de parler, parce que j'ai déjà dit dans d'autres webinaires, je suis plutôt un oral narcissique. Donc, ça alimente mon narcissisme que de parler, que du plaisir qui vient de la bouche, des mots que je sors. Et c'est Mustapha qui me dit, ça c'est Amin Fars, bonsoir tout le monde, au fait et en résumé, l'humanité s'éveille progressivement et comprend qu'elle est victime et esclave d'une élite criminelle depuis Mathusalem, non, depuis Mathusalem, je pense qu'il veut dire, l'époque des révélations et l'apocalypse, c'est là. Bon, ça, ce sont les thèses des survivalistes, etc., etc. Ben, mais c'est pas très faux non plus. On y est là. Le groupe de scientifiques, les 3000 scientifiques du groupe international de suivi du climat, dans son rapport de 2022, ils avaient déjà écrit attention, on en a pour 3 ans. Si 2022, 2023, 2024, 2025, on n'a pas, mais alors renversé à 180 degrés. 180 degrés. Toutes nos façons d'agir avec cette planète. Toutes. Toutes. Depuis les mines, le pétrole, le gaz, les villes, la construction, le tourisme, tout. À 180 degrés. Eh bien, ils ont dit, en 2025, ça sera trop tard. Et qu'est-ce qu'on a fait? On continue comme les imbéciles, à vouloir de la croissance, à vouloir... Bon, ceux qui connaissent mes autres webinaires, tout ça, savent de quelle façon j'ai déconstruit totalement la décroissance et toute la théorie néoclassique et néolibérale de l'économie que nous appliquons, que nous subissons, y compris, vous trouverez ça, si vous voulez bien chercher, groupe de réflexion GRAL, G-R-A-L, en majuscule, dont le siège est à Paris, si je ne me trompe, et où il y avait une quinzaine, je pense, parmi les plus en vue des économistes, des théoriciens de l'économie, notamment algérienne, évidemment, deux ministres, un ministre en exercice, je pense, et un ancien ministre, et un autre ministre délégué, etc., je sais pas quoi. Et si vous trouvez ça, vous prenez mon intervention, ou cherchez sur le net, intervention Omar Aktouf, GRAL, G-R-A-L, je pense que c'était 2020, non, 2024, juin, il me semble que c'était en juin 2024. Voilà, si c'est pas juin 2000, non, oui, je pense que oui, c'est juin 2024. Et début juin, 3 juin, il me semble. Et vous verrez ce que j'ai dit. Vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Et ces grands experts, parmi les plus, pensez aux plus grands noms que vous imaginez, mis de l'avant par le pouvoir algérien, et les ministres, et les...
Eh bien, ils se sont mis à fuir. Ils se sont levés, ils ont quitté la salle. Parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre à ce que je dis. Et parce qu'ils ne supportaient pas ce que je dis parce que ça détruisait tout leur gagne-pain. Le gagne-pain était fini. S'ils admettaient ce que je disais, leur gagne-pain était fichu. Fini. Et comme ils n'avaient pas de réponse, bon, et comme on ne m'a pas laissé terminer, on m'a promis qu'on me donnerait un autre forum une autre fois pour que je puisse terminer, etc., de quoi j'étais en train de parler, qui était gravissime. Eh bien, j'attends toujours. Alors, les messieurs, dames du Graal, s'il y en a qui m'écoutent, eh bien, je vous le dis, j'attends toujours. Ça fait quand même plusieurs mois. Bon, alors, monsieur m'a une question. Le complotisme est un fond procès complot. Bon, écoutez, le complotisme, c'est quelque chose qui a été inventé à partir du moment où des historiens, notamment de l'université Lyon 3 en France, notamment, parce qu'il y en avait en Angleterre, il y en avait en Suède, il y en avait au Danemark, il y en avait aux États-Unis, il y en avait partout, qui commençaient à dire on veut voir les archives de ce que les Juifs avancent sur la Shoah, Auschwitz, les fourneaux, le gaz, les machins, et on veut, comme tout historien, comme tous les historiens le font, quand des archives sont libérées, les consulter, les critiquer, les décortiquer, eh ben, on a dit niet, non. Et on a appelé ça révisionnisme. Et c'est de là qu'est sortie la formule théorie du complot, c'est-à-dire toute personne qui dit que les juifs peut-être mentent ou ne disent pas toute la vérité sur ce qui s'est passé, c'est trop horrible, on veut voir, on veut avoir des preuves, on veut... Bon, peut-être, mais on veut voir la version du côté allemand aussi. Bon, et on va comparer, on va voir. Eh bien, c'est de là qu'est née cette espèce de formule de théorie du complot. Si vous ne répétez pas ce que les dominants officiels disent, ce que vous dites est un complot. Voilà. C'est ça la théorie du complotisme. Il faut répéter ce que France 2 dit, il faut répéter ce que France 1 dit, il faut répéter ce que la chaîne Fox ou CNN dit. Si vous ne répétez pas que le 7 octobre dernier, c'était une deuxième Shoah et que ce n'était, comme l'a fait Chevènement, pardon, pas Chevènement, oh, j'adore Chevènement, je vous parlerai plus tard de Chevènement, Mélenchon, pas le seul, le tribunal international, la Cour de justice internationale, quand même, c'est des colonisés occupés qui ont le droit de se défendre. L'ONU, etc., etc. Et hier, M. Netanyahou, Hitler Netanyahou, je me demande s'il ne faut pas dire avec des nuances vis-à-vis de Hitler, a dit à l'Assemblée générale de l'ONU que c'était une joke. You are a joke. Vous êtes une plaisanterie. Évidemment, parce que pratiquement, je ne sais pas moi, 145 sur 150 ou je ne sais pas combien de pays, je pense que c'est dans ces eaux-là, à l'ONU, représentés à l'ONU, parce qu'ils tous disent que génocide,
ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, deuxième génocide au Liban, etc., etc., et viol du droit international, X centaines de fois de viol du droit international, et que c'est des colonisés qui ont le droit de se défendre dans le droit international, des occupés colonisés ont le droit d'utiliser les moyens qu'ils peuvent pour se défendre contre l'occupant. Alors si vous dites que Israël, c'est un occupant colonisateur et que les pauvres Palestiniens ne font que se défendre, ils ont le droit de le faire, contrairement à Israël, qui ne se défend pas, qui tue, ça n'a rien à voir. Eh bien, c'est théorie du complot. Il faut dire, comme dit le journaliste de CNN ou de Antenne France 2 ou de France 1, etc., que Israël a le droit de se défendre, que et que 7 octobre, ça a été une Shoah, il faut pleurer, tout ça. Alors, si vous ne faites pas ça, vous êtes complotiste. Voilà, c'est tout. Théorie du complot. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand on m'invitait encore dans les plateaux de télévision, avant qu'on ne m'invite plus, fini maintenant. C'est comme Ségolène Royal, comme Mélenchon, comme etc. Il n'y a que qu'on invite à dose homéopathique et encore avec des balises tous azimuts. Bon, moi, c'est fini, zéro. Alors qu'à un moment donné, je faisais tous les plateaux. Et les journaux et tout et tout. Bon, quand je faisais une critique dont je vous parlerai technique du management et où je démontrais, alors je le dis ici, je le répète, j'ai été recruté par HEC Montréal pour changer le contenu du management et je l'ai changé. Alors lisez-le, c'est ce livre, voilà, Management en tradition et renouvellement. Il se trouve, comme mes livres qui se trouvent en Algérie, ou ceux de Mohamed Bachir Amokran que je vous recommande aussi, au 88 rue Didouche Mourad. Bon, alors donc, une fois où j'étais invité à... Alors, le journaliste qui m'a invité était quelqu'un de gauche, et était quelqu'un qui ne croyait pas du tout, un Canadien. Je peux vous donner le nom de la chaîne, c'est LCI. Bon, je ne sais pas si ça existe toujours, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. En tout cas, c'est LCI Montréal. Et le journaliste qui m'a invité était, enfin, je ne sais pas si on peut dire de gauche, enfin, en tout cas, ne croyait pas du tout aux thèses américaines et il était parfaitement en accord avec mes critiques et tous les arguments que je donnais sur comment tout ça c'est du montage mais grossier en plus. Si au moins c'était du montage un peu intelligent, un peu avec finesse, non, grossier. On nous prend pour des imbéciles finis, on nous le dit en pleine face, et il faut le croire. Voilà. Une première chose très simple, le kérosène n'explose pas. Demandez à n'importe quel pilote. Personnellement, j'ai des pilotes dans la famille. Bon, et des gens l'ont écrit, des physiciens, des machins. Le kérosène n'explose pas. Il prend feu, oui. Ce qui peut exploser, c'est si les réservoirs sont vides et qu'il n'y a dedans que du gaz résiduel du kérosène qu'il y avait dedans. Alors, dans certaines circonstances, oui, ce gaz peut exploser. Mais on savait que ces avions ont décollé avec le plein complet de kérosène.
Et le kérosène n'explose pas. Bon, alors quand ils sont rentrés dans ces tours, qu'est-ce qui a explosé? Puisque le kérosène n'explose pas. Alors qu'est-ce que c'est qui a fait ces explosions-là? C'est quoi? Et la tour numéro 7, comment elle est tombée? Personne n'en parle pas. Personne n'en parle, pardon. Fini. Il n'existe plus. D'ailleurs, il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent qu'il y a eu une troisième tour qui est tombée, qui s'appelle la tour numéro 7. Bon, une autre phrase, je reviendrai sur le 11 septembre, parce que tout ça, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a à dire, et surtout ce que les États-Unis ont fait pour provoquer des guerres en faisant croire que c'était eux les attaqués et qu'ils se défendent. Depuis la guerre contre les Amérindiens, les Espagnols, la guerre de Corée, là, je sais pas quoi, etc., le Vietnam, toutes ces guerres-là, chaque fois, nous sommes attaqués, on se défend. Oui, le Ground Zero, c'est un nom comme ça qui a été donné au lieu où là, non, c'est pas la tour 7, là. Le Ground Zero, c'est là où sont tombées les deux tours jumelles. Hein. La tour 7, elle est un peu excentrée. Elle doit faire peut-être partie de l'esplanade autour. Mais Ground Zero, je pense que c'est les tours jumelles. Bon, alors donc, alors là, on me demande pourquoi les Palestiniens sont divisés, l'OLP, le Hamas, etc. Écoutez, s'il vous plaît, je ne suis pas spécialiste de tout. Alors, je connais un peu, comme monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé depuis Yasser Arafat, etc., et puis l'OLP, puis le FPLP, puis Baratat, etc., et les accords d'Oslo, et je sais pas quoi, et le Hamas qui a créé le Hamas, qui l'a pas créé. Mais écoutez, je ne peux pas traiter de tout et de toutes choses. Excusez-moi. Alors, quand ça, c'est dans le fil de ce que je suis en train de dire, oui, j'essaye, si ça renseigne un peu plus. Bon, alors donc je reviens à ce journaliste donc, de LCI, qui était canadien, journaliste, mais qui avait lu mes articles et tout, quand encore il y avait des rédacteurs en chef de journaux du Québec et du Canada qui voulaient bien publier, qui n'étaient pas encore interdits par, comme dirait Dieudonné, la maison mère, hein? Bon, alors, il me fait appeler d'abord par son adjointe, on va appeler ça recherchiste. Voilà, monsieur Artouf, est-ce que vous êtes prêt à parler de ce que vous avez écrit? Mais bien sûr, je suis prêt. J'en ai parlé 4 ou 5 fois, dans quelques plateaux de télévision, et après, blackout. Fini. Inconnu au bataillon. Totalement. Je vous raconterai ça, ça vaut la peine, parce que vous verrez que ça a à voir aussi avec l'économie et le management. Alors donc, ce journaliste de LCI était plutôt en accord. Il trouvait que les Américains nous prenaient encore une fois pour des imbéciles. Il me l'a dit. Il m'a dit, écoutez, je vous invite, mais vraiment, surtout ne vous censurez pas. Je me suis dit, j'ai pas l'habitude de me censurer, moi. Je suis connu pour ça. Et c'est pour ça qu'on m'invite. Mais depuis que le lobby du grand argent mondial m'a mis sur les listes noires, je vous expliquerai un jour pourquoi je dis le grand argent mondial. C'est pas pour rien. Eh bien, c'est fini. Alors vous êtes encore un des rares. Alors il me dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Pendant l'émission, moi je suis obligé de jouer l'avocat du diable. J'ai pas le choix. Moi, je ne peux pas parler comme vous. Je ne peux pas dire oui, monsieur Arctou, vous avez raison, oui, vous avez. Alors que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Tout.
Mais dans l'émission, c'est en direct, je vais dire que, mais comment? Vous dites, mais vous avez des preuves? Je vais vous. Mais, s'il vous plaît, allez-y. Lâchez-vous. Mais il m'a dit, entre nous. Même les techniciens, caméramans, tout ça autour, personne n'est au courant. Entre nous. D'accord? Ah ben, j'ai dit, ben, bien sûr, ben, ça, ça, ça me fait du bien d'entendre ça. On va faire comme ça. Bon. Et bien alors, et il était obligé d'inviter des contradicteurs. Il m'a dit, je suis obligé d'inviter des gens qui disent le contraire de vous. Ils disent que les Américains ont été attaqués par un vieillard de presque 60 ans atteint d'infection rénale qui a besoin de d'hémodialyse tous les 3-4 jours à partir d'une grotte des montagnes de l'Afghanistan. Il a organisé tout ça. Je suis obligé de le dire. Et je vais inviter des gens qui le disent, dont un colonel à la retraite de l'armée canadienne et je sais pas quoi, un officier des services canadiens, etc. Donc du costaud, quoi, du solide. Ah, bon, alors, j'ai dit oui, pas de problème, invitez-les. Bon, et on va y aller. Et alors, ben, ce journaliste, à un moment donné, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'émission. À un moment donné de l'émission, il se retourne vers les deux sbires de service. Est-ce que ce que dit M. Artouf, là, est-ce que ce n'est pas de la théorie du complot? Alors, les deux autres, mais bien sûr, M. Artouf, c'est un complotiste. C'est une théorie du complot complètement. Comment le complot depuis Washington, ils vont organiser eux-mêmes, les Américains, faire voler leurs propres avions par des Arabes, des Saoudiens, des je sais pas quoi, etc. Et s'attaquer eux-mêmes, c'est une théorie du complot. Alors moi j'ai dit, messieurs, regardez-moi et répondez-moi avec honnêteté intellectuelle et logique. D'accord? Bon. Alors, je vous pose la question. Où est le premier complot? Est-ce que le premier complot, ce n'est pas celui qui consiste à dire qu'un vieillard, parce qu'il est en plus malade, de 60 ans, qui a été trouvé au mois de juillet 2001 dans un hôtel de Dubaï ou d'Abu Dhabi par un journaliste du Figaro, et ça a été publié dans le Figaro, donc de juillet 2001, donc juillet, août, septembre, 2 mois avant. Et ce journaliste du Figaro, français, grand journal, dit l'avoir trouvé en compagnie d'un haut gradé de la CIA. Bon, alors où est le premier complot? C'est celui qui consiste à dire qu'un malade qui était dans un hôtel-hôpital à Abu Dhabi en train de se faire hémodialyser 2 mois avant, et les Américains qui disent que c'est l'homme le plus recherché du monde et qui n'arrivent pas à le trouver déjà à l'époque. Et c'est pas ça le premier complot. Alors ensuite, si ce que je dis, moi, vous appelez ça du complot, c'est un complot secondaire. Avouez-le, que c'est un complot en réaction à un complot. Bon, ils n'ont rien trouvé à répondre, sauf à dire, comment vous osez dire que les États-Unis pourraient ne pas dire la vérité? J'ai dit, écoutez, c'est la première fois. Et l'infirmière pour attaquer l'Irak, la Bush premier,
et la frégate ou leur propre frégate, etc., qui se sont fait bombarder eux-mêmes dans le golfe du Tonkin, et ils ont fait croire que c'était les Vietnamiens ou les Coréens, je ne me rappelle plus de laquelle de guerre qu'il s'agit. Je pense qu'il s'agit de la guerre du Vietnam. Ça, c'est pas des mensonges, c'est prouvé. C'est prouvé, tout le monde le sait. Il y a même des films là-dessus. Alors les Américains ne mentent pas. Bon, enfin bon, voilà. Alors, j'arrête là-dessus, s'il vous plaît. Ça, c'était pour illustrer un peu les histoires de complot et de... Bon. Alors, je vais continuer. Alors, s'il vous plaît, aussi, je demanderai aux personnes qui l'ont fait, plusieurs l'ont fait par mail, s'il vous plaît, ne me ramenez pas 3 ans en arrière en me posant des questions du genre euh, comment vous pouvez dire que Lincoln n'a fait que dans les ou du genre comment vous pouvez dire que les principaux premiers super milliardaires et toujours milliardaires des familles de génération en génération américaine étaient des gangsters. Arrêtez s'il vous plaît. Ou alors d'autres encore du genre, Monsieur Actou, vous êtes là-bas, bien tranquille, dans le cocon du capitalisme, vous êtes engraissé, enrichi, moi enrichi. Si vous saviez, je n'ai que des dettes. Bon, alors, donc, même les droits d'auteur de mes livres, j'en touche aucun. Aucun. Je les cède aux éditeurs partout dans le monde avec la consigne, s'il vous plaît, créer des emplois pour des jeunes, des étudiants, des bourses, etc., qui n'ont pas de quoi se financer. Je ne touche pas un centime de droit d'auteur. Pas un. J'aurais pu faire des millions avec, hein. Surtout celui de management. Juste HEC Montréal, 10 000 étudiants en moyenne par an, pendant 32 ans, et mon éditeur le vendait 90 $. Et à la fin, c'était 120 $, je crois, le livre. Bon, alors donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. J'ai répondu 1000 et 1000 fois à cette espèce d'objection qui consiste à dire oui, vous êtes là-bas chez les capitalistes. Bon, je n'en peux plus. J'ai répondu 1000 fois que c'est l'Algérie, le pouvoir algérien qui m'a foutu à la porte. J'ai répondu 1000 fois que j'ai été recruté ici, au Canada, et que j'avais des propositions ailleurs que j'ai refusées. J'ai accepté celle du Québec parce que c'était des membres du Front de libération du Québec des années 60-70, qui voulaient faire du Québec une république indépendante, non capitaliste et presque à l'image de Cuba ou de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient des gens d'Algérie. Bon, alors je ne vais pas répéter ça des millions de fois. Arrêtez s'il vous plaît. Parce que si vous avez ça en dette, pourquoi je le dis? Ben, vous allez mettre un rideau et vous n'allez plus m'écouter. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Bon. Alors, quelqu'un qui dit sacré Jupiter, monsieur Arctur. Pourquoi sacré Jupiter? Non, là on dit bravo et respect, monsieur Arctur, merci. Et je ne crois pas que vous devez répondre à des endormis qui croient encore à un monde de bisounours. Oui, mais malheureusement, il y en a. Et je suis obligé de répondre juste pour ça, au moins pour qu'ils enlèvent ce rideau devant eux et qu'ils s'ouvrent un peu.
Moi, c'est ces gens-là que je vais aller chercher. Parce que les gens qui sont déjà acquis à ce que je dis, ou qui sont déjà des adeptes d'une pensée plutôt critique, plutôt dialectique, plutôt de gauche, plutôt, etc. Bon, de gauche, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire, hein, la gauche dans le sens étymologique ou dans le sens historique strict du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens de Jean Jaurès, si on voudrait prendre une référence, et dans le sens de l'humain perfectible, et dans le sens de la société perfectible, dans le sens de l'économie de partage et de redistribution, dans le sens de l'économie de respect de la nature et des équilibres, etc., etc. Bon, donc voilà, c'est ça que je voudrais, parce que sinon, ce rideau va empêcher qu'on aille un peu. Ceux-là, ils sont acquis. Alors, il faut que j'aille chercher précisément ces gens-là qui disent ce que je viens de dire. Bon, alors, fini. Je reviens à l'analité obsessionnelle et, la double contrainte. Alors, souvenez-vous, je vous avais dit que j'avais parlé d'un cas au Canada, et la dernière fois, je vous ai parlé du cas, d'un cas en Algérie d'abord, dans un précédent webinaire, et dans le dernier, j'ai parlé du cas du chien des chiens, donc de ce contremaître du soir, qui a fait un phénomène de double contrainte et d'analité obsessionnelle, donc de prendre au dépourvu, de prendre en faute et de jouir comme ça de la punition. Alors il faut savoir que l'anal obsessionnel est un peu masochiste aussi. Alors dites-moi s'il vous plaît, si vous n'avez pas dans vos chefs ceux qui travaillent parmi vous ou celles, parmi vos chefs des gens qui ne sont pas dans leur attitude plus ou moins non pas, excusez-moi, sadique plutôt, sadique, hein, donc, oral sadique ou anal en général, l'anal obsessionnel compulsif est aussi quelque part oral sadique. Ça veut dire qu'il fait du mal avec sa bouche ou d'un certain sadisme, comme par exemple ce contremaître dont je vous ai parlé, ce chien des chiens, qui a envoyé ce pauvre Claude au ce poste qu'on appelait le miroir, et où il savait très bien qu'il allait s'endormir ou tomber malade, eh bien, c'est un acte sadique. Ça n'a pas d'autre nom. Bon, alors donc, je vais continuer sur cette lancée et je vais essayer de faire les parallèles après avec la brasserie d'Alger qui était Rigaya à l'époque. Bon, donc je continue à travailler dans cette voie-là. Donc je reviens aux chiffres, donc autour de jour et d'après-midi, parce que j'étais passé autour de nuit pour parler de ce chien des chiens. Bon, alors, euh, donc, quelqu'un qui m'écrit, intellectuel comme vous, trop d'imams, j'ai déjà dit, les questions de religion, tout ça, je n'ai rien à en dire. Je n'en dirai jamais rien. Donc, je ne ferai pas ce genre de comparaison. Comptez pas sur moi pour ça. Bon, alors donc, je travaillais alors pour vous montrer une autre facette de cette analité obsessionnelle et de ce double bind. Euh, et comment, excusez-moi parce qu'il y a plusieurs fils que je peux prendre, il faut que je choisisse. Alors, je vais vous parler d'un certain Alain, qui m'a marqué aussi, comme ce Claude. La semaine dernière, je vous ai dit que le contremaître préféré
les ouvriers s'appelaient Marc. Excusez-moi, je me suis trompé, c'était Mike. Mike, c'était un anglophone qui parlait français, comme beaucoup d'anglophones à Montréal, mais de moins en moins, malheureusement. Et c'est plutôt Mike, hein, c'était pas Marc. Enfin, c'est un détail, vous me direz, mais si jamais il nous écoute ou quoi, on ne sait jamais, il vaut mieux rétablir la vérité. Bon, donc ce Alain. Alors ce Alain, j'ai travaillé avec lui dans son poste. Mon Dieu, je ne sais plus par quel bout prendre. Il faut que vous compreniez aussi, surtout celles et ceux qui nous rejoignent en route là, que cette méthode que j'ai utilisée, l'ethnométhodologie, est loin, loin, loin d'être la méthode ou l'épistémologie ou la technique d'investigation scientifique, etc., la plus tranquille ou la plus simple. Très, très loin. Et je vous ai déjà dit les dangers que j'ai courus, enfin, dangers entre guillemets, parce qu'ils vous mettent à l'épreuve, etc., parce qu'ils m'ont fait glisser dans la bière, ceci, cela, bon. Et un groupe qui voulait me casser la figure parce que j'étais m'asseoir là où il fallait pas, c'était pas avec ma tenue, bon, une intrusion que j'ai faite. Vous verrez, donc il y a d'autres éléments aussi qui vont plus tard étayer tout ça. Mais ça aurait été beaucoup plus simple d'envoyer un questionnaire et de rester dans mon bureau. J'aurais couru aucun de ces risques. Ni avoir ce pauvre Claude qui pleure sur mon épaule pendant 5 minutes. Imaginez si le contremaître chien des chiens était sorti et qu'il aurait vu ça, imaginez quel rapport il aurait fait, sachant que la hiérarchie ne voulait qu'une chose, c'est se débarrasser de moi. J'ai rapporté déjà, j'ai dit comment ils ont essayé de se débarrasser de moi en me tendant un piège terrible. Si j'étais tombé dedans, je me serais fait massacrer physiquement par les ouvriers. J'aurais plus jamais remis les pieds. Parce que j'aurais été pris en flagrant délit de mensonge intégral. Heureusement, je suis pas tombé dans le piège. Bon, alors donc, l'ethnométhodologie, c'est ça qu'elle permet. C'est qu'elle permet de devenir, comme on dit dans cette méthode-là, indigène parmi les indigènes. Donc moi, mes indigènes, c'est les ouvriers, évidemment. Et moi, je suis l'anthropologue. Bon. Et essayer le plus possible de se fondre dans ce que sont les indigènes, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, etc. Parce que je vous l'ai dit, je sais combien de fois, je voulais comprendre grâce à des mentors extraordinaires que j'ai eus, notamment feu Maurice Dufour, pas à son âme, un peu comme Albert Jacquard, enfin des gens de ce gabarit-là, et qui m'ont incité à aller sur le terrain et à vivre avec les gens comme l'a fait Simone Veil, comme l'a fait Robert Linhart, comme l'a fait bon, d'autres, je vous citerai plus tard, d'autres noms qui ont fait d'autres choses, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, eux, ou elles, par rapport à ce que j'ai trouvé moi, etc. Bon. Donc, Alain. Alors, ce Alain, il était pratiquement en face de l'autre dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. L'anal obsessionnel, là, celui que j'appelle gueule fermée, là, qui voulait montrer qu'il voulait devenir chef. Bon. Il était en face, mais il se regardait pas, il se parlait pas, il se souriait pas, absolument rien. Enfin, en face à peut-être 5-6 mètres de distance, selon la courbure du carrousel. Alain travaillait sur ce qu'on appelle on l'appelait ça là, je pense,
la percoleuse, il me semble, la percoleuse ou l'étiqueteuse, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était une machine, une assez grosse machine, neuve, toute neuve. Alors je suis tombé cet été-là, à peu près un mois après qu'ils aient fait une rénovation donc de l'ensemble de cette section-là. Ils, ils étaient en train de faire les rénovations des autres. Bon, alors quand le vice-président qui m'a reçu et m'a demandé, il dit tiens justement on vient de faire la rénovation d'une section, tout ça, est-ce que vous voulez être dans les vieilles machines, les vieilles sections? Évidemment, c'était les nouvelles qui m'intéressent parce que les anciennes, ils doivent être pratiquées de l'ancien management qui ne se fait plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font maintenant et la façon dont le travail est organisé, dans les carrousels, les machines, avec soi-disant l'ergonomie, etc., la psychologie du travail, tout ce qui s'ensuit. C'est ça que je voulais. Et donc, cette machine était neuve. Et il y avait ce Alain qui était là, devant, évidemment, comme tous les postes, à part la dump où on débouche des bouteilles de bière, les caisses dont je vous parlerai plus tard, et le tanker. Le tanker, c'est une citerne, si vous voulez, une immense citerne en acier où passe la bière, mais où elle passe encore à pasteuriser, etc. Donc elle ne passe pas en bouteille, elle passe en liquide. Et elle sort de là sous forme liquide et ensuite elle passe dans d'autres machines, d'autres processus, etc. pour finir pasteurisé et en bouteille. Bon, donc, alors voilà un peu les noms des postes que je vous ai cités, je pense, et je vous en parlerai plus en détail. La dampe, j'en ai déjà parlé, mais ce sont pratiquement les seuls postes où on touche des choses de ses mains. D'accord? Déboucher, enlever des bouteilles dans le miroir, le tanker, je vous rappellerai, je vous raconterai après, les caisses aussi, après, mais le reste, comme Alain, on est là, devant la machine, on s'assure simplement que rien ne, ne présage que la machine va ralentir, ou s'arrêter, ou provoquer quelque chose qui va nuire à la rentabilité, évidemment. Donc ce Alain était là, et puis il avait un air très sympathique. On s'était jamais parlé encore. Enfin, il faisait pas partie du groupe avec lequel j'avais des amis. On allait manger ensemble, on allait prendre la pause ensemble, etc. Puis, 5 ou 6 comme ça, mais il était plutôt périphérique, mais je voyais bien qu'il m'était très sympathique. Et je crois, enfin, réciproquement, il n'arrêtait pas de me faire des saluts. Ah, petite prof, salut, salut, bonjour. J'espère que tu vas venir travailler avec moi un peu là-haut. Tu as déjà travaillé avec lui, avec lui, avec lui, et moi. Et donc là, quand un jour, j'ai fini avec la dame, je pense, enfin, je sais pas, peu importe, je vais à sa machine, je vais vers lui. Et je lui dis, écoute, Alain, aujourd'hui, j'ai terminé, là, est-ce que je peux commencer avec toi? Bien sûr, viens-t'en, allez, viens-t'en, petit prof, viens-t'en, comme ils disent au Québec. Alors, viens-t'en, ça veut dire que je me mets debout à côté de lui, à regarder cette machine, donc cette percoleuse, ou étiqueteuse, je ne me rappelle plus du nom exact. C'est-à-dire que c'était une machine qui avait toute une série de, imaginez des entonnoirs à l'envers, donc des cônes, mais à l'envers. Et les bouteilles de bière qui arrivaient dans le carrousel, dans cette machine, ces bouteilles tournaient en rond sur 2 ou 3 niveaux.
Et très vite, hein. Très vite. Et ces cônes-là dont je vous parle étaient des cônes qui mettaient en même temps sur chaque bouteille qui passe, sur chacun des 2 ou 3 étages, je ne me souviens plus, je pense que c'était 3, à la fois le bouchon et l'étiquette. Donc l'étiquette de la bière. C'est-à-dire que c'était un des postes terminaux du processus de fabrication de la bière. Donc depuis la fermentation qui était à l'étage, donc jusqu'à pasteurisation, etc. Tout ça terminé, vérification, miroir, tout. Donc tout est OK, tout est bon. Il reste plus qu'à boucher et mettre l'étiquette de la compagnie et l'étiquette sur le côté. C'est ça la percoleuse. Alors vous avez bon, les entonnoirs là qui descendaient, mais à une vitesse que vous n'arriviez pas à suivre, hein, la vitesse à laquelle. Hein, et en même temps que ça fait ça, il y a une autre, je ne sais pas ce que c'est, là, une plaque quelconque sur le côté qui met l'étiquette autour du bas de la bouteille. Et c'était ça son travail. Je dis, c'est là-dessus que tu travailles, toi, c'est ça que tu fais? Il me dit, oui, c'est sur ce poste-là, comme ils disent. Et tu fais quoi? Ça consiste à quoi? Ben, comme tu vois, je surveille la machine. Ah bon? C'est tout? Et donc ce Alain, de jour, là, donc c'est un permanent, donc régulier, comme ils disent. Alors il m'a raconté qu'il avait poireauté quelque chose comme 12 ans, temporaire, de nuit, en attendant qu'un régulier, qu'un permanent meure ou aille à la retraite ou soit muté ailleurs, pour que son tour arrive et qu'il devienne lui-même régulier et qu'il sorte de la nuit ou de l'après-midi et qu'il travaille le jour, donc de 7 heures à 15 heures. Ah bon, 12 ans ça t'a pris? Eh oui, c'est ça. C'est comme ça. 12 ans, oui. Ah, il me dit, il y a des chanceux. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans. D'autres, ça peut prendre. Ah oui, la semaine dernière, en vous parlant de Claude, j'étais fatigué, excusez-moi. Je me suis trompé. C'était pas quand il avait 3 ans d'ancienneté qu'il avait pas. Il avait 11 ans. 11 ans d'ancienneté. Et ce qu'il me racontait, ça venait de se passer cette semaine-là. Ou la semaine d'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi ma mémoire m'a joué un sale tour, là. Ben, c'était 11 ans. Vous vous rendez compte? Il a attendu 11 ans. Et là, son oncle, je vous ai dit qu'il avait un oncle qui était cadre, ingénieur, qui lui a dit, va, ton tour arrive. 11 ans, là, tu vas passer permanent. Et c'est là qu'avec sa femme, ils ont planifié un enfant, etc., etc. Et comment, conseil de discipline, on allait le renvoyer. Son oncle est intervenu, pas quoi, et on a transformé ça en suppression de ses 11 ans d'ancienneté. Il revient à zéro. Donc le dernier de 40 ou 50 ou 60, alors qu'il était le premier, c'est devant. Là, il devient le 61e ou le 51e. Donc il faut qu'il attende un autre 11 ans. Voilà. Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles de gestion? J'avais l'habitude de dire à mes étudiants, attention, faites très attention. Tout ce qu'on vous enseigne dans cette école, c'est du joli, 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 joli. C'est du scientifique. C'est des calculs compliqués, des analyses, des techniciens, des technocrates,
Et le travail, c'est de la satisfaction, c'est de la motivation, c'est de la réalisation. Attention, le jour où vous irez en entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une banque, une assurance, un automobile, n'importe quoi, vous allez tomber de très très haut. Alors préparez-vous. C'est pas du tout le monde qu'on vous enseigne dans cette école. Pas du tout. Rien à voir. Il y a du mensonge, de l'hypocrisie, de la tricherie, de la tromperie. Et si vous ne faites pas tout ça, vous resterez comme Mike, ce Mike qui avait un diplôme d'ingénieur. Il est resté contremaître parce qu'il était trop proche des ouvriers. C'est lui-même qui me l'a dit. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette image-là? Alors il m'a ça me rappelle. Ah ben, voilà, oui. Les années où j'avais un public assis qui m'écoutait, j'avais de la chance, qui m'aimait. Pas un jour de pédagogie, et vous verrez que de la pédagogie sans lien affectif, ça ne sert à rien. Si les gens qui vous écoutent ne vous aiment pas, ne vous estiment pas, ne vous respectent pas, vous ne servez à rien. Il faut ce genre d'attachement. Alors, ces gens-là qu'on voit de dos, mais moi, je me rappelle de leur face, et ça me fait quelque chose. Enfin bon, passons. Alors donc, Alain, alors voilà, donc je prévenais mes étudiants, et beaucoup m'écrivaient après, ils l'ont même publié dans les journaux, que, effectivement, ils tombaient de très haut. Il y en avait beaucoup qui ne supportaient pas, et qui quittaient. Alors, je vous parlais de ce Mike, eh bien, il n'est jamais monté plus que contremaître. Si Amine me dit j'étais directeur d'usine de détergents pendant 5 ans, un autre monde totalement différent de celui des amphithéâtres. Ben voilà, voilà. Le management, je l'ai appris avec les opérateurs, process, machines, etc. Ben voilà. Pardon. Voilà. Ben, un témoignage. C'est pas le seul. J'en ai eu d'autres. Bon. Alors donc, plusieurs ont quitté, même des banques, des choses comme ça, en m'écrivant pour me dire, voilà, excusez-moi, c'est la voix qui est en train de partir encore, voilà ce que vous nous avez dit, ben, vraiment tombé de très très haut. En ce qu'on, les papas Noël là, qu'on nous enseigne dans l'école et ce qu'on vit. Bon, alors, ce Mike, voilà, ingénieur, je ne sais plus en quoi. Franchement, je ne me rappelle pas, mais ça doit avoir un rapport à la bière, certainement. Mais il n'a jamais dépassé, parce que sans doute qu'il a été recruté comme cadre, mais comme cadre, il a dû se mettre à défendre les ouvriers. Et là, donc on a dû lui dire, il m'a jamais donné de détails, parce que je pense qu'il avait peur que ça se sache, ou enfin je ne sais pas, mais il m'a fait comprendre l'essentiel. C'est qu'il ne pouvait pas aller plus haut que contremaître parce qu'il était trop proche des ouvriers. Voilà. Et un de mes étudiants qui a travaillé dans une des grandes banques de Montréal, il a travaillé 2 ans, je pense, même pas. Il a fini par démissionner alors qu'il était chef de section ou chef de service. Et il m'a dit, c'était à l'évaluation,
semestriel ou annuel, enfin peu importe. Et une fois le résultat de l'évaluation revenu, on lui a dit qu'il était, qu'il allait être soit rétrogradé, muté à un autre poste, je sais pas quoi, enfin bon, peu importe, mais c'était une rétrogradation dans tous les sens du terme, salaire, etc., tout, hein, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ici, les patrons ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Vous ne croyez pas que c'est comme en Europe. On ne peut pas rétrograder, on veut diminuer le salaire ou je ne sais pas quoi, comme on veut. Ici, c'est le patron, c'est le bon Dieu. Et plus que le bon Dieu. Et il m'a écrit pour me dire que l'évaluation disait ceci. Inapte à demeurer dans un poste de cadre, 2 points, trop proche des employés. Alors qu'il n'y avait rien à dire sur son rendement. Au contraire, ses employés étaient parmi les plus rentables, les plus machins de sa section, etc. Comme Mike, la même chose. Trop proche des ouvriers, niet. Contremaître, et ça s'arrête là. Bon, alors revenons à Alain. Donc, Alain, ça fait combien de temps que tu es sur ce poste? Ça, je sais pas, il me dit 3, 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Je lui dis, tu fais que ça? Je regarde les bouteilles tourner, c'est tout. Ben, il me dit oui, c'est ça. Et je lui dis, bon, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il m'a dit, il peut arriver par exemple que ça jam. Alors jam, ça vient de confiture en anglais. Alors jammer, c'est coincer, se mélanger. Bon. Ah, bon, il me dit oui, parce que la vitesse des différents étages là et tout ça, la vitesse des percoleurs, des étiqueteurs, des bouteilles peut varier de quelques microsecondes. Et si ça varie, le bouchon tombe à côté, l'étiquette aussi, l'étiqueteuse frappe dans le vide ou frappe une autre bouteille là où il faut pas, elle la casse, donc ça coince, quoi, ça jamme. Et ah bon, il dit alors ça arrive souvent et de quoi il m'a dit, attends, je sais pas, je ne saurais pas dire, mais je n'ai pas écrit ça dans ma thèse ni dans le rapport que j'ai fait plus tard à la compagnie. Vous allez voir ce qu'ils en ont fait. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a touché un bouton, quelque chose à mon insu, je n'ai rien vu, est-ce que il me dit écoute le bruit que ça fait, tu entends la différence là par rapport à quand tu es arrivé? Je lui dis non, bien sûr que non, parce que moi je connais pas le bruit habituel de cette machine, ni s'il y a une différence, il faut que ce soit une différence énorme. Ou, je sais pas, en tout cas, bon. Mais je me suis rendu compte de rien. Elle me dit, attends, justement, ça va jamais. Et je lui dis alors, tu peux pas arrêter, tu peux pas faire quelque chose? Il dit, non, pas le droit. J'ai pas l'opérateur d'une machine n'a pas le droit de toucher à la machine. S'il remarque quelque chose, il a un fil au-dessus de sa tête qu'il doit tirer. Et ça, c'est là où il y a des machines. Hein. Par exemple, aussi le miroir. Bon. Donc, tirer sur. Ça, il y a un sifflet. Et ce sifflet fait arrêter la, la, la circulation des bouteilles et alerte le contremaître qui lui-même alerte les ouvriers d'entretien. Donc, qui sont mécaniciens, électriciens, je ne sais pas quoi, etc., qui viennent voir ce qui se passe avec la machine. L'opérateur, l'ouvrier, il m'a dit, je sais quoi faire, mais je n'ai pas le droit de toucher à la machine.
pas le droit. Parce qu'évidemment, ils ont peur que s'ils leur donnent le droit de toucher aux machines, qu'ils ne se mettent à bricoler les machines et à les rendre moins rentables. Et vous allez voir pourquoi il nous reste 5 ou 6 minutes, mais je vais essayer de vous le dire. Alors, il me dit, ça va jamais. Il dit, mais pourquoi tu tires pas? Ben, il me dit, bon, c'est pour que tu vois la suite. Ah bon. Alors, il laisse faire, et effectivement, ça jamme. Les bouteilles se mettent à casser, ça saute dans tous les sens, la bière gicle de partout, tout ça. Et là, pouf, la chaîne s'arrête, parce que je ne sais pas, c'est un mécanisme automatique, je pense, etc. Et là, il tire sur le sifflet. Et il me dit, en me faisant un clin d'œil, regarde, on va gagner 1 heure. On est considéré comme, évidemment, ouvrier comme lui. On va gagner 1 heure, ça veut dire pendant 1 heure, on peut tous les deux aller s'asseoir quelque part, le temps que les mécaniciens rétablissent l'équilibre entre les différentes vitesses des différents trucs là qui se sont décalés les uns par rapport aux autres. Alors regardez ce que ça veut dire ça. On va gagner 1 heure, ça veut dire que c'est 1 heure qu'on va faire perdre à l'entreprise. Alors, où est cet attachement à l'entreprise qu'on enseigne dans les écoles de gestion? C'est où ça? C'est où? Je vous invite à lire un livre d'un certain Sprouse. S-P-R-O-U-S-E. S, comme Suzanne. Sprouse, P-R-O-U-S, de nouveau, E. J'ai oublié le prénom. Et ça s'intitule Sabotage within the American Workplace. Je traduis sabotage dans les ateliers et les lieux de travail en Amérique. In the American Workplace. Il n'a pas dit workshop, il n'a pas dit atelier, il n'a pas dit, parce qu'il a fait son étude sur toutes sortes d'entreprises, des banques, des assurances, tout ce que vous voudrez, supermarché, fabrication mécanique, charpenterie, construction. Il a fait pratiquement toutes les sortes d'arts et métiers. Et il voulait étudier au départ comment se manifeste la motivation de l'ouvrier ou de l'employé au travail. Donc l'employé d'une banque, le caissier, etc., ou l'ouvrier d'une brasserie ou d'une machine de mécanique ou etc. Bon. Alors, merci beaucoup, oui, partagez autant que vous pouvez. Ce discours-là, vous le trouverez nulle part, parce que même moi, je ne l'ai même pas écrit, en tout cas, tel que je suis en train de vous le dire. Alors, donc, Sprouse dit, aujourd'hui, ça c'était en 1900, je ne saurais pas vous dire, début des années 90, je pense. Aujourd'hui, l'entreprise américaine, son plus grand problème, quelle qu'elle soit, depuis la banque jusqu'à la menuiserie, son problème, ce n'est pas comment motiver, comme on le dit. Son problème, et ça on va le comprendre quand on va parler d'aliénation, travail aliéné, etc., etc. Son problème, c'est d'éviter le sabotage. Et partout où il a été, il raconte comment, il a fait comme moi, de l'ethnométhodologie. Il s'est fait accepter, adopter, etc., par les ouvriers, par les employés, etc., qui ont fini par lui montrer comment il s'arrangeait pour saboter l'entreprise dans leur poste de travail de telle façon que, comme l'a dit Taylor, le grand problème de Frédéric Taylor, c'était pourquoi les chefs ne savent rien
ne connaissent rien à ce que font les ouvriers. Eh bien, c'est ce qu'il a trouvé, lui, ce Strauss, dans les années 90. Ils savent tellement pas ce que font les employés de base, ceux qui font ce que j'appelle la compétence directe, qu'il peut saboter et il ne trouve pas l'élément de sabotage. Ce qui fait que la rentabilité en prend un coup, il passe des jours et des nuits à essayer de trouver à réparer, comme je l'ai vu à Sonatrach, en Algérie, en 1970 pour être plus exact, quand j'étais envoyé pour étudier comment ça se fait que les Kenworth, les immenses camions qu'on achetait pour 100 000 dollars ou je sais pas quoi, là, qui transportent les derricks, les tiges, tout ça des puits de pétrole, comment se fait-il qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, il ne marche plus? Eh bien, j'ai fait la même chose. Ethno, hein, et là, les mécaniciens, les graisseurs, etc., les chauffeurs, les deux hommes m'ont montré comment ils pouvaient saboter le moteur d'un Kenworth. Ceux qui savent ce que c'est un Kenworth, cherchez, vous verrez. Ou le Sarkovski, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, aussi une autre marque. Des camions immenses. Juste le pneu, c'est 4 mètres de diamètre, ou 3 ou 4 mètres. C'est énorme. Eh bien, ils arrivent à saboter quelque chose que les ingénieurs, même américains, de la compagnie qui fabrique ces camions, n'arrivent pas à trouver avant des jours ou des semaines. Alors voilà donc où on en est, et voilà comment ce Alain, ben, ce qu'il a fait, directement ou indirectement, je ne sais pas trop, c'était un acte de sabotage. Et un sabotage où il me dit, regarde, on va gagner 1 heure. Et il conclut, et je conclus aussi avec ça, quand tu es payé à l'heure, moins tu en fais, plus tu gagnes. Dans quelle école de gestion ou de commerce on enseigne ce genre de choses? Alors, la semaine prochaine, je reviendrai donc sur Alain et ce qui s'est passé avec lui et la conclusion de mon travail sur son poste. Et on va voir d'autres postes, etc. Et plus tard, on passera à d'autres éléments comme l'épistémologie, comme le macro, un peu méso, un peu plus. Bon, écoutez, ben, merci infiniment de votre écoute. Dernier commentaire, merci de suivre le webinaire du professeur Aktouf. Merci beaucoup, merci à vous. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux, oui, s'il vous plaît. Les commentaires aussi, c'est très important. Les likes, tout ça, c'est très, très important pour que ce genre de message puisse passer. Eh bien, merci infiniment. Merci, Sir Rabeh. Et je vous souhaite une excellente semaine. Donc, à dimanche prochain, Inch'Allah.